Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, en ce journée palindromique, le 2 février 2020, donc le 2-2-2020, deuxième date en 1000 ans, qui peut être écrite de la même manière en arrière et en avant. Donc nous avons eu la chance, avec le vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et moi, de vivre cette journée palindromique. En effet. Parce qu'on n'en vivra pas. Il n'y a personne qui peut le vivre deux fois dans une vie. Donc ça date depuis 1000 ans qu'on vit cette journée palindromique. Donc ce dimanche, j'ai le réel plaisir de recevoir le vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il est membre de l'UDPS et avec lui, comme à l'accoutumée, mesdames et messieurs, nous allons décortiquer les temps forts de l'actualité de cette semaine, très très riche en informations et en émotions. Très heureuse de vous recevoir, monsieur Francis Tchibalabala. C'est toujours un plaisir lorsque vous m'invitez sur votre plateau. Et je sais que votre émission a vraiment une audience. Et il va de soi chaque fois que nous recevons des invitations que nous puissions, quoique nous avons des agendas chargés, nous puissions quand même nous libérer et faire acte. Merci, ça nous fait extrêmement plaisir que les autorités, certaines autorités en tout cas, répondent positivement à nos invitations, c'est nous faire aussi honneur. Ouais. Mais nous allons commencer un peu par cette question assez embêtante, parce que moi j'ai lu sur le net et je ne le remercierai jamais Stani Boujakera et Actualité.cd, 7sur7.cd qui nous donne des informations à la minute et pourquoi pas ma chaîne aussi Congo Web Télévision. Francis Tchibalabala, ça fait 6 mois, nous avons appris que les assemblées provinciales de notre pays ne sont pas payées. Les députés provinciaux se plaignent depuis 6 mois qu'ils ne sont pas payés. Comment ça se passe à l'Assemblée provinciale de Kinshasa? D'abord, est-ce que l'information est vraie? Et chez vous, à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, est-ce que les députés provinciaux de Kinshasa sont payés? C'est une situation qui est générale. C'est pratiquement dans toutes les assemblées de la République. Il y a peu, je crois, il y a une semaine passée, au sein de notre hémicycle, nous avions reçu tous les présidents des assemblées provinciales pour faire une déclaration. Et la déclaration a été lue. Il y avait même la présence de certains organes de presse. Donc c'est vraiment une réalité que nous sommes en train de décrier parce que, comme vous le savez, les assemblées sont des institutions, de premières institutions de province et elles doivent être dotées de moyens, c'est-à-dire qui vont leur permettre justement de bien fonctionner. Mais si déjà, s'agissant des émoluments, nous sommes en difficulté d'en bénéficier, les frais de fonctionnement, les salaires de fonctionnaires de l'administration des assemblées, je crois que c'est tuer les assemblées provinciales. Donc nous sommes vraiment en train de faire le frais de cette situation et d'ailleurs lors de la lecture de la déclaration des présidents des assemblées provinciales, il a été demandé au gouvernement non seulement d'apurer justement ces arriérés, mais aussi à partir de 2020 que les émoluments ou l'enveloppe qui arrive aux assemblées provinciales nous parviennent à temps quand même. On peut plus continuer à accumuler des arriérés. Je peux vous appeler quand même Francis. Non, je peux. Il n'y a pas de problème. Non, Francis, mais c'est quand même budgétisé, non, si je ne me trompe pas. En effet, tout à fait, ça date pas d'aujourd'hui. Ça date pas d'aujourd'hui. Les assemblées provinciales existent depuis pratiquement plus de 5 ans. Exactement. Donc nos prédécesseurs. Cette fois-ci, ça pose problème. Parce que je sais pas, je ne veux pas passer du coq à l'âne, mais beaucoup disent que non, c'est la présidence de la République qui prend trop d'argent. Je ne sais pas. Essayez de me répondre ce que disent. Les dépenses de la présidence de la République, nous savons pas exactement qu'est-ce qui est à la base justement de ces non-paiements des émoluments. Parce qu'il y a peu, les présidents de la République avaient donné des injonctions au ministre des Finances pour qu'il puisse... C'est encore la faute à Séléyagui. C'est pas ce que j'ai dit, pour qu'il puisse payer les assemblées provinciales. Malheureusement, on n'avait payé qu'un seul mois et depuis, nous ne recevons plus rien. Donc nous ne savons pas qu'est-ce qu'il y a là-bas de ça. Même le Premier ministre avait reçu les présidents des assemblées provinciales. Il y a même le ministre... en charge des relations avec le Parlement, qui avait donné une garantie ferme, celle de payer justement cette enveloppe. Malheureusement, ça tarde, mais nous espérons que avec
la déclaration qui a été lue récemment, je crois que le gouvernement va s'activer pour que nous puissions quand même vivre. Et c'est là il est secret pour personne. Un député aujourd'hui, c'est substitut pratiquement à l'exécutif. C'est la conception de nos électeurs. Ils savent que nous avons de moyens. Chaque fois qu'ils ont des problèmes, ils recourent à nous. Mais malheureusement, nous-mêmes, nous sommes en difficulté. Comment dire à quelqu'un que vous êtes impayé, personne ne va vous croire si un député provincial Voilà la grande difficulté que nous avons. Et lorsque vous n'accédez pas aux demandes ou aux problèmes de vos électeurs, ils vont vous dire, écoutez, nous vous avons élus pour que vous puissiez résoudre nos problèmes. Quand vous ne le faites pas, nous n'allons plus renouveler notre confiance. De 2023, nous sommes vraiment en train de pâtir de cette situation. Nous en appelons, d'ailleurs je profite de votre micro pour relayer les discours qui ont été lus ou la déclaration qui a été lue par les représentants de présidents des assemblées provinciales. Je reviens à la charge pour demander au Premier ministre, au ministre de Finances de nous payer quand même. On doit vivre. La Constitution, elle est claire par rapport aux émoluments. En tant que député, on a droit à un émolument, aux émoluments dignes. Donc il faudrait que ces émoluments soient vraiment réguliers pour nous permettre aussi de faire convenablement notre travail. Cela pousse aussi une internaute à vous poser cette question. Elle m'a dit de vous poser carrément cette question. Est-ce que vous êtes utile? Si on ne vous paye pas, c'est qu'on sent que les assemblées provinciales ne sont pas si utiles que ça. Non, mais écoutez, on peut se passer de vous. Chacun est libre de mettre son point de vue. Comment vous ressentez ça quand on vous dit que vous n'êtes pas utile? C'est la beauté de la démocratie. Tout citoyen a le loisir de faire une déclaration qui le plaît, bien entendu. Voilà, donc c'est. Mais qu'est-ce que vous ressentez nous sommes réellement utiles, Francis, parce que même la Constitution. On dit que vous n'êtes pas utile, ça se voit parce que 6 mois impayés, donc on peut se passer de vous. Qu'est-ce que vous ressentez? Aujourd'hui, notre Constitution, pas aujourd'hui, mais notre Constitution consacre 2 institutions dans chaque province. Nous sommes la première institution provinciale et le rôle d'une assemblée ou des députés provinciaux est non seulement de représenter les électeurs, mais aussi de contrôler l'exécutif et de voter des édits budgétaires, pas budgétaires seulement, des édits, tout court. Bon, est-ce que vous allez me dire que le travail qui est consigné dans la Constitution, qui revient justement à nous députés provinciaux, c'est pas un travail important? Je réponds tout de suite, il est important. Donc, si les gouverneurs aujourd'hui savent qu'ils ont des assemblées efficaces qui sont en train de veiller à leurs actions, ils vont travailler pour l'intérêt de leur population. Merci Francis Chibalabala. Nous allons prendre le tout premier thème, mesdames et messieurs. Nous allons prendre un peu, ouvrir par le côté social. Nous allons parler un peu des sauts de moutons. En tout cas, beaucoup de gens se plaignent depuis quelques mois que ça ne va pas. La circulation à Kinshasa, ça ne va pas du tout. D'ailleurs, pour arriver ici au centre-ville, les gens de la Tchangou, par exemple, font 4 heures, même 3 heures du temps pour quitter la Tchangou pour le centre-ville. Donc, ça devient intenable. De même pour les gens qui quittent l'UPN pour arriver au centre-ville. C'est vraiment intenable. Et il y a même sur les réseaux sociaux une sorte de pétition pour demander à ce qu'on puisse carrément démolir les sauts de moutons parce qu'ils se disent vraiment ça va pas. Avec la dernière pluie où tout a été révélé au grand jour, il n'y a presque rien qui se fait. Donc nous allons un peu en parler. Et les sit-in d'une ONG devant l'ambassade du Rwanda, nous allons en savoir un peu plus. Premier condensé, mesdames et messieurs. Kinsuka sera inauguré le 30 janvier. S'il n'est pas inauguré, vous m'appelez M. Kamere, où est-ce que vous êtes passé? Kamere a promis, Fachi n'est pas venu. La population de la partie ouest de la ville de Kinshasa était venue en masse vivre à l'inauguration du saut des moutons de Kinsuka. Grande était sa surprise, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi comptait parmi les absents de l'événement annoncé par son directeur de cabinet. Après plusieurs heures d'attente, la population s'est proposé une autre alternative. Elle a à sa manière inauguré cette infrastructure routière. Comment on va saute mouton inauguré par le peuple. Inauguré par le peuple. En effet, le bâtiment est fin prêt, mais il reste quelques travaux d'assainissement, à en croire le ministre des Travaux publics.
Le directeur des cabinets du chef de l'État ne construit pas les seaux de moutons. Nous sommes descendus sur terrain ensemble pour constater la fin des travaux, bien qu'il reste quelques travaux d'assainissement à effectuer, mais l'essentiel est fait. L'absence du président de la République est due du fait que son agenda de ce jeudi était chargé. Mais lobby n'a prévoit une lancer d'invitation, mais agenda Mokonzamboka ne permet pas quitter. De l'autre côté de Massina, précisément à Pascal, juste après les vents torrentiels de cette nuit où les tôles ont été emportés par la pluie, la population pouvait bien palper du doigt l'arrêt des travaux de construction des seaux de moutons. À cela s'ajoute cette image où l'on constate que jusque-là, rien n'a été fait. Au regard de cette situation, les autorités compétentes sont appelées à mettre la main dans la pâte pour l'avancement de ces travaux des seaux de moutons afin de mettre fin aux difficultés des transports. Il s'y est de rappeler que c'est depuis les mois de mai dernier que les travaux de construction des seaux de moutons à travers les différents coins de la ville de Kinshasa ont été lancés dans le cadre du programme d'urgence des 100 premiers jours du président de la République. C'est une marche qui est partie de la place Royale en passant par le ministère des Affaires étrangères qui avait comme point de chute l'ambassade du Rwanda. Malheureusement, les manifestants ont été dispersés à quelques mètres de l'ambassade. Bien qu'ils aient informé les autorités de la ville, ces jeunes dénoncent le mauvais traitement dont ils ont fait l'objet de la part des éléments de la police. Certains membres du Miss RDC ont été interpellés et acheminés au camp Lufungula. Gloire Nzanzu déplore ce comportement alors que le chef de l'État prône la démocratie. Il y a quelques arrestations dont nous sommes en train de crier haut et fort parce que nous croyons déjà être dans un état de droit, mais curieusement on se trouve loin de vivre cet état de droit parce qu'il y a eu des arrestations, des menaces, des tortures et cela, ça ne nous a pas chanté. Et c'est comme ça que nous sommes en train de dénoncer. Surtout, ce qui est plus grave, on a arrêté notre coordonnatrice du mouvement qui est jusque-là incarcérée. Et c'est une chose qui nous inquiète. Par cette manifestation, le Miss RDC exige la fermeture de l'ambassade du Rwanda. Nous manifestions devant l'ambassade du Rwanda pour demander ou exiger la restauration de la paix et la fermeture même de l'ambassade du Rwanda parce que nous considérons l'ambassade du Rwanda comme une menace pour la République, surtout que les Rwandais ou les Rwandais, c'est les pays ennemis de la République du Congo. Le Miss RDC a cependant adressé une lettre ouverte au président rwandais Paul Kagame. Dans ces documents, le Miss RDC a exprimé son indignation et sa colère face aux multiples crises sécuritaires qui secouent la partie est de la RDC et exige réparation de la part du Rwanda pour toutes les victimes de la RDC. Francis Chibalabala, nous avons vu les sauts de moutons pas du tout inaugurés. Est-ce que cela n'est pas un goulot d'étranglement pour le président de la République? Parce que cela fait partie des promesses des premiers jours, lorsqu'il a en tout cas prêté serment. Il nous a dit, il nous a promis qu'avant le mois de décembre, eh bien, vous aurez comme cadeau ces sauts de moutons. Mais aujourd'hui, nous sommes presque au mois de février, donc ça ne va pas. C'est comme vous n'êtes pas payé, les sauts de moutons, ça ne va pas. Qu'est-ce qui passe avec certaines promesses du chef de l'État? Comme tous nous avons suivi dans la presse il était prévu que les sauts de moutons d'Elvaux, soit Pompage, excusez-moi, soient inaugurés le 30 les 30 et malheureusement il reste quelques travaux de finition. Les travaux de finition généralement prennent quand même du temps. Bon, ce n'est pas une justification par rapport au fait que ces rendez-vous a été manqué, mais je crois que ce n'est pas du tout la fin du monde. L'ouvrage est là, est déjà visible, tout le monde apprécie, tout le monde applaudit le président de la République et l'inauguration c'est pratiquement question de temps. C'est question de peut-être de quelques semaines ou de peu de temps tout simplement parce que les grands, c'est-à-dire l'ouvrage est déjà là physiquement, nous voyons l'ouvrage, juste les travaux de finition qui posent un peu problème.
Donc, je sais que Francis, vous habitez la Tchangou et que la population de la Tchangou est fatiguée. Il faut le dire. Vous êtes député provincial de Massina. La population de Massina est fatiguée avec le saut de mouton. Vous leur représentez ici. Qu'est-ce que vous dites à cette population par rapport à ce mouton? Parce qu'il y en a qui disent carrément, vous avez suivi les images, vous et moi nous sommes dans les réseaux sociaux, il y en a qui disent qu'on les détruise carrément parce qu'on ne voit pas, il n'y a rien qui est fait depuis presque une année et tout ça. Vous êtes député provincial, élu par cette population. Qu'est-ce que vous leur dites par rapport au saut de mouton? J'aimerais dire à la population d'être patient. Il est certes vrai que la construction des sauts de moutons a occasionné aussi des embouteillages monstres parce qu'on a réduit pratiquement la voie, mais les embouteillages ne datent pas d'aujourd'hui. Ça date même avant la construction des sauts de moutons. Donc que la population soit vraiment patiente. Les ingénieurs et ceux qui sont en train de faire en sorte que ces sauts de moutons soient vraiment construits sont à pied d'œuvre. C'est vrai que les travaux évoluent à pas de tortue, mais dans les mois qui viennent, je crois, ça va quand même alléger la situation des Congolais. Les embouteillages, j'aimerais fixer l'opinion que les embouteillages, ce n'est pas seulement au Congo, même sous d'autres cieux, en France par exemple, même en Chine aussi, là où il y a un réseau routier intéressant, important, on constate qu'il y a aussi des embouteillages. Donc ce n'est pas seulement ça qui est à la base des embouteillages. Nous savons tous que nous n'avons pas un réseau routier important, nous n'avons pas suffisamment de kilomètres pour nous éviter ces genres d'embouteillages, mais nous n'avons pas non plus des routes secondaires parce que la seule voie qui mène jusqu'à l'aéroport, c'est le boulevard Lumumba. Il n'y a pas de route secondaire, peut-être dans le temps. Mais c'est ça aussi la question, Francis. Vous êtes député provincial. J'y reviens, vous avez une grande importance. Même s'il y a une certaine opinion qui pense que les députés provinciaux, bon, mais moi je le dis ouvertement, vous avez une grande importance. Pourquoi ne pas vous battre, Francis, pour qu'on ait des routes secondaires? À Massina, par exemple, on n'a qu'une seule voie pour arriver au boulevard ou au centre-ville. Pourquoi ne pas vous battre à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, mettre la pression pour qu'on puisse construire des routes secondaires? En effet, pour désengorger la Tchangou, par exemple. C'est ce que nous avons soutenu pendant les différentes sessions, parce que même dans le programme du gouverneur actuel, avant que nous puissions valider son programme, adopter son programme, il a prévu dans son programme la construction des routes secondaires, parce qu'en principe ça relève du gouvernement provincial, dans l'exécutif provincial. Donc nous sommes en train d'y veiller. Lorsque nous avons reçu ou réceptionné les rapports des vacances parlementaires des différents députés provinciaux, chacun des députés avait relevé cela. Donc nous avons des sérieux problèmes de route et nous avons fait parvenir tous ces rapports au gouverneur pour qu'il puisse bien entendu programmer cela pendant son quinquennat, qui est quand même des routes secondaires qui soient construites. Ça va soulager la population un tant soit peu, parce qu'on ne peut pas tous emprunter une seule voie, alors qu'aujourd'hui il y a la population qui a vraiment accru, il y a des voitures ou bien des bus, etc., dont le nombre est vraiment croissant. Et ça continue à arriver, donc les routes ne permettent plus de contenir... La question là, je le pose à un politique. Est-ce que le directeur de cabinet du chef de l'État peut-il s'exprimer autant? Parce que nous l'avons suivi, hein. Aujourd'hui rien ne se perd. Il a promis, c'est une autorité dont la voix porte. Il a dit lui-même que le saut de mouton sera inauguré le 30 janvier. Si ce n'est pas fait, appelez-moi. Et tout ça. Est-ce que c'est lui qui représente le président de la République? Deuxièmement, ne met-il pas le chef de l'État à porte-à-faux par rapport à la population? Parce que s'il dit que cela va se faire et ça ne se fait pas, c'est fatigue que l'on voit. Est-ce que c'est à lui de parler tout le temps? Et quel est le rôle du porte-parole, par exemple, de la présidence de la République aujourd'hui? On ne le sent même pas, le porte-parole de la présidence aujourd'hui. Bon, ça c'est aux politiques que je pose la question. Les directeurs de cabinet du président, c'est lui les patrons, les chefs de son cabinet. Exactement. Il n'est pas interdit, parce que même la Constitution n'interdit pas à un directeur de cabinet de faire une déclaration, de s'exprimer par exemple sur la politique de notre nation, parce que là il représente le président. C'est comme si c'est le président qui parlait. Bon, c'est vrai qu'il a avancé une date qui n'a pas été respectée. Compte tenu aussi de certaines
réalités ou de certains impondérables, mais ce n'est pas interdit à un directeur de cabinet de faire des déclarations qui rentrent dans les cadres de la politique générale d'une nation. Les porte-paroles, oui, ça existe, ils sont là, ils sont en train de faire leur job, mais le président de la République peut donner mandat à quelqu'un d'autre, par exemple un membre de son cabinet, pour répondre à certaines questions qui touchent justement sa gestion directement. Donc il n'est pas seulement dit parce qu'il y a un porte-parole et qu'un conseiller, par exemple, ne peut pas répondre à une question qui lui a été posée par un journaliste parce qu'il y a un porte-parole. Donc moi je suis là, je n'engage pas l'Assemblée provinciale, il y a un président. Cela n'empêche pas, lorsqu'il y a une question qui concerne notre Assemblée, que je puisse quand même y donner une réponse. Exactement. Nous avons suivi cette marche, sit-in devant l'ambassade du Rwanda, une question claire et directe. Est-ce que le Rwanda est un pays ennemi? Est-ce que la population congolaise doit considérer le Rwanda comme un pays ennemi? C'est un pays frère, c'est un pays ami. C'est un pays frontalier avec lequel ou avec qui nous allons vivre jusqu'à ce que Jésus va revenir, c'est-à-dire ces frontières-là seront là jusqu'à la venue du Christ, et les populations, entre elles, il n'y a pas de problème. Je vous informe que tous ceux qui travaillent au Congo, frontière avec le Rwanda, tous les week-ends ils sont au Rwanda. Il y a des Rwandais qui entrent sur notre territoire sans problème. Donc s'il y a des petits problèmes entre les responsables au sommet de l'État, par exemple les politiques, cela n'engage pas les pays tout entiers, ça n'engage pas la population. Nous ne sommes pas ennemis. Contrairement à ce que l'opinion a toujours, une certaine opinion pense, que le Rwandais ce sont nos ennemis. Moi ici, solennellement, j'ai dit, ils ne sont pas nos ennemis parce qu'il y a des couples rwandais, rwando-congolais qui existent, qui sont là, qui ont des enfants, et les populations continuent à se fréquenter. Et même aujourd'hui, entre responsables politiques, nous avons normalisé les relations. Les présidents de la République, il va, les présidents rwandais viennent ici sans problème. Donc ces problèmes qui a concerné à une époque donnée certains responsables n'engagent pas la population. Une toute dernière question avant de passer vraiment à autre chose. La problématique de la balkanisation en quelques mots. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, ce terme balkanisation, est-ce que c'est une épée de Damoclès ou c'est une sorte de récupération politique par les politiciens pour faire peur un peu à cette population? Parler aujourd'hui, est-ce que parler de la balkanisation aujourd'hui, Francis Tibalabala, n'est-ce pas tout simplement de la récup politique? Bon, vous savez, nos politiques aujourd'hui n'ont plus d'arguments contre la politique du président de la République. Je parle plus de ceux qui sont dans l'opposition. Exactement. Le président de la République, quand il a pris ses quartiers au palais de la Nation, et quand il a prêté serment comme président de la République, il avait promis de pacifier le pays, il a promis de démocratiser le pays, il a promis de faire de ces pays un véritable état de droit, etc. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, et que le politicien qui était habitué à ce que ils étaient habitués en son temps aux restrictions de liberté fondamentales, aux restrictions des libertés des pensées, d'opinion, des manifestations, etc., n'ont plus d'arguments contre le président de la République. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rester dans l'actualité? Il faut créer des histoires. La balkanisation, à mon avis, c'est quelque chose créé par le politique pour être toujours dans l'opinion, être toujours dans la pensée des Congolais, pour que l'on dise qu'il y a des gens qui sont en train de... Mais écoutez, madame, nous sommes en train tous de vouloir conserver ces pays en entier. Selon ce qui nous a été donné lors de l'indépendance, vous comprenez, mais il faudrait d'abord que nous soyons une nation. Est-ce que le Congo aujourd'hui, on peut dire que nous sommes une nation? Pendant qu'il y a des tribus qui sont très déçues entre eux, pendant qu'il y a certains Congolais qui sont contre l'action du président de la République seulement parce qu'il n'est pas originaire de sa province, donc nous ne sommes pas encore une nation. Commençons d'abord à devenir une nation pour que nous puissions résister si jamais il y a des velléités de la scission de notre pays, si jamais il y a des velléités de la balkanisation de notre pays. C'est comme ça que nous allons résister. Mais du moment que nous ne sommes pas unis, du moment que nous ne parlons pas d'une seule voix, même lorsqu'il s'agit des intérêts de la République, il y a des avis qui sont divergents, il y a des gens qui pensent qu'il n'y a que eux qui doivent représenter la République, pas d'autres personnes. Je crois que nous sommes en train de nous leurrer tout simplement. Donc, en gros, j'ai dit, c'est vraiment chimérique, cette histoire de balkanisation de la République. Donc la République du Congo restera indivisible
et son peuple sera uni. Je crois que c'est ce que le président est en train de prôner tous les jours. L'unité, que nous puissions nous aimer, nous les Congolais, n'est pas aller dans l'opposition tout simplement parce que la personne qui est en train de gérer n'est pas de votre tribu ou appartient à une tribu que vous détestez particulièrement. Nous restons toujours dans le volet social. Nous allons à l'ESU où nous avons constaté la reprise des cours à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication et ce communiqué de la police nationale aux étudiants congolais. Vous le savez, cette semaine, il y a eu encore quelques échauffourées, quelques marches aussi cette semaine. Toujours cette revendication de la hausse du prix des frais académiques. Deuxième condensé, mesdames et messieurs. Les activités ont bel et bien repris ici à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Les enseignants ont repris la craie blanche et les étudiants sont bien présents dans les auditoires. Pour ces apprenants, l'heure est au renforcement des connaissances en vue de bien préparer la session. D'abord, nous avons le souci d'étudier et aussi ça perturbe, d'ici là c'est la mi-session. Ce n'est pas dire que nous avons repris les cours qu'on a répondu à notre besoin. On est encore en attente. Ces étudiants fustigent cependant la hausse des frais académiques. Il y a des autres personnes, chaque jour peut-être son transport c'est 4 000 francs. Aller-retour qu'il fait 8 000 francs, les gens de Tchangou. Il y a des sautes moutons, des machins, trucs dans. Il doit payer 510 000, nous là on doit payer 120 $ pour le dépôt de mémoire. Les frais académiques là, ça coûte trop cher. Y compris aussi les frais techniques, donc beaucoup de petits frais là, ça pèse. On essaie un peu de voir sur les frais académiques. Les frais académiques pourraient être revus à la baisse, mais pour l'instant, on paye 580 000 francs pour les classes de recrutement et 510 000 francs pour les classes montantes. Léon Moukoko, directeur et chef de service de communication de l'IFASIC, explique. La question des frais académiques a déjà été réglée dans le cadre de négociations qui ont eu lieu au niveau de la COPA, le Conseil des partenaires. Ils s'étaient déjà mis d'accord, le protocole d'accord a été rendu public. Le montant, c'est pour la classe de recrutement, c'est 580 000 francs congolais. Et pour les classes montantes, c'est 510 000 francs congolais. La session est prévue pour le mois de février à l'IFASIC. Prendront part à ces épreuves les étudiants qui seront en ordre avec les frais académiques. Mais quel montant devront-ils payer ? Les étudiants attendent que l'IFASIC se prononce définitivement à ce sujet. 3 établissements d'enseignement supérieur et universitaire de la ville de Kinshasa ont connu ce lundi des manifestations des étudiants et ont troublé l'ordre public. Il s'agit de l'IEC, ISTA et ISAM. Selon le communiqué de la police nationale congolaise, à l'Institut supérieur de commerce, des étudiants infiltrés venus d'une autre université ont tenté de pousser les étudiants de cet établissement au soulèvement contre la hausse de frais académiques. Pourtant, selon les autorités de l'IEC, les frais n'ont pas été revus à la hausse, indique les communiqués. Les bilans de ces mouvements fait état de 2 véhicules vandalisés par les étudiants et 9 personnes interpellées, dont 6 étudiants et 3 infiltrés. À l'ISTA, par contre, un groupe d'étudiants a troublé l'ordre public en manifestant contre l'exclusion de leurs camarades. Les éléments de la police déployés sur place ont rétabli l'ordre, mais les recherches sont en cours pour mettre hors d'état de nuire les 15 étudiants auteurs de cette manifestation illégale, souligne les documents. À l'Institut supérieur des arts et métiers, les étudiantes, par snobisme, ont voulu brûler de pneus sur l'avenue des Libérations, mais cette tentative a été stoppée par la police. Pour ce faire, le commissariat provincial rappelle donc aux étudiants de tous les établissements supérieurs et universitaires qu'il ne va pas tolérer de manifestations illégales organisées sur la voie publique sans saisir au préalable l'autorité urbaine. Francis Chibalabala, nous avons suivi les revendications de ces étudiants, mais c'est quand même normal que les étudiants en revendiquent face à la hausse des prix. Parce que quand nous avons suivi le ministre de l'ESU, Thomas Louaka, quand il avait fixé les Minerval, il nous avait donné un prix bien déterminé. Et on se réveille un beau matin, chaque institut commence à augmenter les frais comme ça. C'est bien leur droit de revendiquer tout de même. Oui, en démocratie, ils sont libres de revendiquer parce que
lorsque nous parlons de la démocratie, il faudrait aussi que nous soyons dans une disposition à accepter des réactions comme celle-là. Accepter que les gens revendiquent, accepter que les gens critiquent, accepter que les gens organisent des manifestations. Mais que cela doit être conforme à nos textes. Vous comprenez? Donc les étudiants, ils ont le loisir de le faire, mais ils ne doivent pas se comporter en badaud. Parce que là, d'après les images que je viens de suivre, il y a eu des véhicules qui ont été brûlés, des particuliers, ils ont vandalisé, etc. Ce sont des choses qu'on doit condamner. Mais on parle tout le temps, Francis Chibalabala, des infiltrés. Mais c'est quoi cette histoire des infiltrés? Tout le temps, on parle des infiltrés. Bon, c'est vrai, c'est une réalité, parce que même moi, quand j'ai fui étudiant, nous avions au campus, nous avions des gens qui logeaient les homes, mais certains avaient fini bien plusieurs années avant, d'autres avaient arrêté avec les études parce que refusés dans plusieurs facultés, etc. Certains, pour des raisons de moyens, ils avaient arrêté les études, mais ils sont là avec femmes et enfants, etc. Il y a même des gens qui n'ont jamais été inscrits à l'université, mais qui habitaient le home. Ça, c'est pas la faute. C'est la faute aux autorités académiques qui ne contrôlent pas, qui ne maîtrisent pas l'effectif de leur propre université. Je vous appuie, je crois que comme ils ont pris des dispositions pour ne loger que les étudiants, ils doivent aussi veiller, parce que vous pouvez loger que les étudiants, ces derniers peuvent sous-loger des non-étudiants. Donc ils doivent veiller chaque fois. Il y a des maires, quand nous étions encore étudiants dans des homes, il y avait des maires qui doivent quand même veiller, faire rapport régulièrement à la direction de l'université pour qu'on sache qui habite les homes, est-il étudiant ou pas, etc. Donc ce sont des choses, je crois, dans l'avenir, pour éviter que des retombées dans les travers du passé, je crois qu'on va prendre des dispositions. Par rapport aux frais académiques, est-ce qu'il y a un prix fixe ou il y a une barre que l'État ne peut pas dépasser? Parce que les gens disent vraiment le social du Congolais, ça ne va pas. On ne peut pas fixer le Minerval à des taux où les parents sont dans l'incapacité de payer, par exemple. Je crois que nous devons être quand même honnêtes envers nous-mêmes. Nous devons aussi encourager les gouvernements, encourager les recteurs ou les DG des instituts supérieurs. Ce que nos étudiants doivent payer comme frais académiques, c'est vraiment dérisoire par rapport à ce qui est taxé ou fixé sous d'autres cieux. Même dans de grandes démocraties si vous êtes en Europe par exemple, vous verrez qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas pu faire l'université à cause du coût de frais académiques. Donc ça coûte énormément cher là-bas. Ce que nous payons, c'est aussi proportionnellement à nos revenus, proportionnellement à nos conditions de vie aussi. On doit les reconnaître. Bon, si certains étudiants trouvent que c'est vraiment excessif, je crois qu'il y avait un cadre pour ça, parce que même les ministres de l'enseignement supérieur avaient demandé à chaque responsable des instituts supérieurs et universitaires de prendre langue avec les représentants des étudiants pour ensemble qu'ils puissent proposer un montant ou proposer des frais académiques qui soient acceptables par tous. Bon, est-ce que la procédure a été respectée? C'est peut-être la question que je me pose, que je ne saurais pas donner des réponses parce que je n'ai pas vraiment suivi de plus près la situation. Donc l'université pour vous aussi, Chibalabala, doit être élitiste, hein, parce qu'on a dit, on nous a reproché cela, on a ouvert l'université à tout le monde. Vous avez donné cette comparaison qu'ailleurs, c'est pas tout le monde qui fait l'université, mais chez nous, c'est quasiment tout le monde qui aujourd'hui peut faire l'université. Est-ce qu'on doit revoir cette notion d'université? Est-ce que l'université doit être élitiste? Il n'y a qu'une frange de la société qui peut faire l'université. Bon, je crois qu'on ne doit pas faire la discrimination, parce que pour se faire inscrire à l'université ou à l'enseignement supérieur, il faut être détenteur d'un diplôme d'État. Tout celui qui a son diplôme, il peut s'inscrire, mais vous devez remplir les conditions pour être réellement étudiant. Vous ne pouvez pas vous inscrire pendant que vous savez que le moyen ne suit pas, par exemple. Vous comprenez? Donc, il y a des gens qui sont là, qui ont peut-être de moyens, mais ils n'ont pas les niveaux qu'il faut. Mais étant donné que c'est juste les diplômes d'État qui est vraiment la condition principale pour se faire inscrire, bon, avec les concours qui sont organisés ça et là, bon, on ne peut pas limiter le nombre de personnes qui doivent aller à l'université, mais pour être étudiant ou pour terminer les études supérieures, il faut un prix à payer, bien entendu. Les prix à payer, c'est être à mesure de payer le frais,
être en mesure de s'acheter les supports, par exemple, être en mesure d'aller régulièrement à l'université pour suivre les enseignements. On ne peut pas avoir un licencié ou un gradué qui n'a pas un niveau. C'est peut-être le temps, hein, la télé c'est le temps, mais c'est une question quand même assez importante. C'est peut-être pas de la discrimination, mais c'est du réalisme tout simplement. Est-ce que l'État ne peut pas s'asseoir et trouver des palliatifs pour, par exemple, pas des universités bas de classe, mais quand même je ne sais pas, une orientation pour ceux qui sont incapables de payer. Parce que, oui, qu'on le dise franchement, tout le monde ne fait pas Harvard, tout le monde ne fait pas Oxford, tout le monde ne fait pas la Sorbonne. Il faut être réaliste aussi. Donc, il faut peut-être trouver d'autres palliatifs pour aider ces parents-là. Oui, je suis... quelque part. Oui, c'est-à-dire les parents ou les enfants, les élèves, bon, pas les élèves, mais les étudiants, par exemple, tout le citoyen, par exemple, qui veut faire l'université, il doit tenir compte d'abord de certaines réalités. Est-ce que je serai en mesure de payer les frais? Par exemple, ce que je venais de relever tantôt ici. Si vous estimez que les conditions ne sont pas réunies pour faire l'université, bon, malheureusement, dans notre pays, contrairement à ce qui se passe sous d'autres essieux, par exemple, il y a les écoles de métiers, il y a des formations, vous pouvez faire une formation et trouver de l'emploi. Mais chez nous, on a donné l'impression, pour dégoter un emploi, il faut forcément avoir un parchemin, c'est-à-dire un diplôme de graduat ou des licences, alors qu'ailleurs, on recrute des gens par rapport à une certaine formation suivie. Il y a la plupart, parce que je fréquente quand même beaucoup de gens qui travaillent en Europe, ils sont en train de travailler tout simplement parce qu'ils ont suivi une formation, par exemple, dans un domaine bien précis, ils ont trouvé de l'emploi. Ce n'est pas forcément qu'il faut avoir fait l'université, mais malheureusement, c'est la réalité dans notre pays. Pour être recruté dans une entreprise, la condition, il faut être détenteur d'un diplôme, des graduats, d'un diplôme de licence, etc. Je profite aussi de votre micro pour appeler le gouvernement à construire aussi des écoles de métiers pour que ceux qui ont peut-être pas de moyens d'aller à l'université peuvent s'inscrire dans ces écoles pour apprendre le métier et cela fera bien entendu, utile à la société. Directement. Nous revenons dans notre... nous revenons en politique, la politique active. Nous allons parler des activités du chef de l'État. Vous le savez, cette semaine, il y a eu la cérémonie d'échange de vœux à la présidence de la République et la visite du chef de l'État au Congo, au voisin au Congo, au Brazzaville, précisément à Oyo. Les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques accrédités en République démocratique du Congo étaient venus répondre à l'invitation du chef de l'État congolais. Au cours de cette cérémonie d'échange de vœux de Nouvel An, le doyen du corps diplomatique, l'ambassadeur du Cameroun en RDC, Chungong Ayafor Martin, a, au nom des diplomates, félicité le président Tshisekedi pour le prouesse réalisé en 2019, notamment en matière de politique étrangère. Ces initiatives ont permis la normalisation de relations entre la RDC et ses partenaires traditionnels, a-t-il fait savoir. Ce voyage, a souligné Martin Ayafor, ont rétabli les relations de confiance avec le FMI et favorisé l'amélioration du climat des affaires. Le doyen du corps diplomatique a aussi rappelé l'implication du chef de l'État dans l'éradication de la maladie à virus Ebola. Démarche vivement saluée par la communauté internationale, en renchérit les diplomates camerounais. L'élection en 2019 du président Tshisekedi en qualité de deuxième vice-président de l'Union africaine et le choix porté sur la RDC quant à l'organisation des Jeux de la francophonie ont été applaudis par la communauté internationale. Quant à 2020, voulu année de l'action, le porte-parole des ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo veut voir de réalisations de nature à rencontrer les attentes de la population. À son tour, le président de la RDC a annoncé une série de réformes, notamment la réforme de la justice et de la santé à travers la couverture maladie universelle, mais aussi la création de l'agence de lutte contre la corruption et les réformes économiques. Entre Brazzaville et Kinshasa, les relations d'amitié et de coopération sont au beau fixe. La visite que le président de la République démocratique du Congo, Antoine Félix Tshisekedi, effectue ce samedi 1er février 2020 à Oyo, dans le département de la Cuvette, en est la parfaite illustration. Il a été accueilli à sa descente d'avion sur le tarmac de l'aéroport international d'Olombo par son homologue congolais Denis Sassou Nguesso.
Après le cérémonial d'accueil, les deux chefs d'État ont eu un bref échange au salon d'honneur du pavillon présidentiel, un avant-goût du tête-à-tête des deux personnalités. À cette occasion, Denis Sassou Nguesso et Antoine Félix Tshisekedi ont procédé à un large tour d'horizon de la coopération entre les deux pays, dont Brazzaville et Kinshasa sont les capitales les plus proches au monde. Très attachés aux problématiques de paix et de sécurité en Afrique, Denis Sassou Nguesso et Antoine Félix Tshisekedi ont passé en revue les différents foyers de tension qui touchent le continent, notamment la crise en Libye. À Oyo, les deux chefs d'État ont eu droit à un bain de foule à la place de la sous-préfecture d'Oyo. Signalant que la dernière visite d'Antoine Félix Tshisekedi au Congo remonte au 7 février 2019, quelques semaines après sa prestation de serment. Francis Chibalabala, la cérémonie d'échange de vœux, c'est vraiment une résurrection, hein, parce que ça fait un bon bout de temps que cette cérémonie n'était plus, on le voyait plus en RDC. Le chef de l'État a vraiment changé la donne avec la diplomatie aujourd'hui, mais on a relevé aussi beaucoup de choses, hein. Par exemple, le doyen des diplomates a parlé de l'effort que fournit le chef de l'État par rapport à l'Ebola, hein, aujourd'hui. L'Ebola est presque, comme l'a dit le docteur Mouyembe, ce sera quasiment fini d'ici 2020. En effet, comme vous venez de le dire, ces genres de cérémonies ne s'organisaient plus dans ce pays. La RDCT vivait pratiquement en autarcie, en vase clos, etc., alors qu'aucune nation aujourd'hui, étant donné que le monde est devenu un village planétaire, aucune nation ne peut vivre en vase clos. Et le président de la République, lorsqu'il a pris ses fonctions, tous nous avons constaté qu'il s'est livré à une balai diplomatique. Donc, il a rencontré pratiquement beaucoup de chefs d'État, beaucoup de présidents, etc. Il a tout fait pour normaliser nos relations qui étaient devenues exécrables avec certains pays frontaliers et même certaines organisations internationales. Et aussi avec nos partenaires traditionnels, comme on dit. En effet, donc aujourd'hui nous sommes en train d'en voir les retombées. Donc c'est vraiment important que nous puissions collaborer avec les États frères, les États amis, etc. Par exemple, la situation de la guerre à l'Est, lorsque le président de la République s'est rendu au Rwanda, au Burundi, etc., pour essayer de normaliser les relations avec ses homologues, certains voyaient cela d'un très mauvais œil. C'était tout simplement pour dire aux Congolais que non seulement il y aura une guerre sur le plan militaire, mais aussi sur le plan diplomatique, il faut gagner une bataille. C'est-à-dire qu'il faut arriver à convaincre nos partenaires, convaincre les présidents des pays voisins que la sécurité est bénéfique pour tous les pays voisins. Pas seulement pour le Congo, mais aussi pour eux. Ils doivent prendre conscience d'arrêter d'alimenter ou de soutenir les différents groupes armés qui sévissaient à l'est du pays. Donc c'était vraiment important. Et je crois qu'aujourd'hui, tous nous sommes en train d'applaudir quand même. Et de récolter les fruits de ce balai diplomatique. Et par rapport au jeu de la francophonie, pour vous, c'est aussi une autre façon de redorer l'image de la RDC à ce jeu qui se tiendra en 2021, le jeu de la francophonie, le 9e jeu de la francophonie? Bon, c'est toujours important parce que nous sommes pratiquement les premiers pays francophones, au monde. C'est quand même important que nous puissions organiser de tels jeux. Non seulement ça nous ouvre encore à d'autres pays, bien entendu. Non seulement ça nous ouvre à d'autres pays, mais aussi ça nous permet de conserver ces leaderships en tant que premier pays francophone. Donc c'est vraiment important. Est-ce qu'à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, vous en parlez déjà? Parce que c'est votre ville, hein, vous êtes vice-président de la grande institution de la ville de Kinshasa. Bien entendu, est-ce que vous en parlez à l'Assemblée provinciale? on en a débattu aussi parce que comme c'est notre ville-province qui sera à l'honneur, et nous, en tant que première institution de la ville, nous avons aussi été dans une certaine mesure associés aux travaux préparatoires pour que l'organisation soit vraiment du zéro faute. Du zéro faute. Mais il y a aussi beaucoup de promesses du chef de l'État. Là, je parle aux membres de l'UDPS et aux politiques, parce qu'il faut de temps en temps départager. Quelqu'un m'a dit, posez cette question à ces cadres de l'UDPS, est-ce que le président ne promet pas trop?
fait pas trop de promesses? Bon, moi j'ai dit non. Pourquoi? Parce que vous savez ce que le président est en train de promettre. Étant donné que le président de la République est produit d'un parti politique qui a vécu pratiquement 37 ans dans l'opposition, qui a partagé la misère des Congolais, qui a vécu dans sa peau tout l'état de notre pays, les problèmes, les difficultés, la misère, la guerre, le chômage, etc., il va de soi qu'en tant que produit de l'UDPS, qu'il puisse tout simplement relayer ce que pense la population. Ce que le président de la République est en train de promettre, ce n'est pas, en principe, ce n'est pas nouveau. Ce sont des attentes de la population qui sont traduites par ces discours, qui sont traduits par les déclarations du président de la République. Quand il promet, par exemple, la gratuité de l'enseignement, ça c'était constitutionnel, donc c'est le vœu de tous les Congolais. Lorsqu'il parle de la couverture sanitaire, etc., ça c'est ce que la population veut. Lorsqu'il parle de la sécurité à l'est du pays, cette couverture santé, c'est réalisable? Non, mais écoutez, la gratuité de l'enseignement, certains disaient que c'était une promesse fallacieuse. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ça, c'est une réalité. En politique, vouloir, c'est pouvoir. Quand on veut, on peut. Si on a vraiment la volonté de changer ces pays, de travailler pour les Congolais, je crois qu'aucune société ne peut rester à l'état si les politiques ou ceux qui gèrent la société ont une volonté affichée de faire avancer les choses. Nous continuons, nous allons prendre les institutions, nous allons parler des femmes parlementaires qui se sont mis debout pour parler, pour donner leur point de vue par rapport à la situation, parce qu'il y a un certain malaise à l'Assemblée nationale, il y a un certain malaise entre les partenaires, il y a un certain malaise entre le FCC et le CACH. Donc les femmes se sont mis debout et ont émis leur point de vue, et nous allons en tout cas vous rendre compte du condensé du Conseil des ministres. De toutes ces dispositions pertinentes prévues par la Constitution, qui est la loi fondamentale, qui assure et garantissent le fonctionnement harmonieux des institutions de l'État, réaffirmons notre engagement au respect strict de la Constitution, patrimoine commun de notre nation. 2. Rappelons aux acteurs politiques le respect des textes constitutionnels et leurs responsabilités en tant que leaders de masse qui appellent à leur exemplarité en toute occasion. 3. Appelons les acteurs politiques à la retenue et au respect mutuel, seul gage d'une démocratie parlementaire apaisée et responsable, au respect du leadership féminin. 4. Invitons les acteurs politiques de cesser à diviser et intoxiquer la population afin de sauvegarder la paix sociale et la cohésion nationale. Tout en reconnaissant les efforts qui ont été fournis pour contenir les remous survenus dans les sites universitaires, le chef de l'État a recommandé au gouvernement une vigilance sans faille pour éviter d'être surpris par des débordements. D'autant plus que, selon les enquêtes qui ont été menées, certaines manifestations estudiantines ont une origine totalement étrangère aux motivations académiques. 2. Climat des affaires. S'agissant du climat des affaires, le président de la République a invité le gouvernement, en particulier le ministre des Finances, à veiller au suivi des contacts qu'il a pris lors de son séjour à Londres dans le cadre de l'amélioration de l'image de la République démocratique du Congo en vue d'attirer les investisseurs. 3. Santé. Par rapport au coronavirus, le chef de l'État a attiré l'attention du gouvernement sur l'urgence à prendre les dispositions qui s'imposent afin de protéger la population contre cette épidémie. Cette précaution est d'autant plus justifiée que cette épidémie a été déclarée par l'OMS urgence mondiale et que la RDC entretient des échanges très étendus avec la Chine dans plusieurs secteurs. 4. Justice.
Le chef de l'État a fait état des enquêtes en cours dans plusieurs entreprises qui ont été publiées dans les médias. Le président de la République, tout en reconnaissant le bien fondé de cette opération qui vise à lutter contre la corruption et la fraude, a recommandé que cela ne puisse pas paraître comme des tracasseries préjudiciables au climat des affaires. Il faut, a-t-il conclu, que la procédure et les droits de la défense soient respectés. Francis Djibalabala, question. Est-ce qu'il y a crise aujourd'hui entre les institutions République démocratique du Congo? Je crois que le président de la République était très clair lors de son dernier speech à Londres devant la communauté congolaise. Le président n'avait pas dit qu'il y a crise. Je crois qu'il ne faut pas ou déformer le propos du président de la République. Il avait tout simplement dit qu'il y a certains ministres qui sont dans le gouvernement avec une mission de bloquer le programme du président, de bloquer ses actions. Je sais de qui il parle. Il avait le ministre des Finances. Il faut pas tourner il avait tout simplement dit qu'il a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale, mais si nos partenaires veulent entretenir une crise. Il n'avait pas dit que nous sommes dans la crise. Donc moi je ne reprends que le propos du président disant qu'il n'y a pas de crise, mais tout simplement nous avons d'un côté le membre du gouvernement qui sont épris de la volonté de travailler pour les Congolais, qui sont déterminés à apporter des solutions à la souffrance de notre population, et de l'autre certains membres du gouvernement qui sont en train de travailler pour leurs intérêts personnels. Ils veulent pas. Cette dissolution de l'Assemblée nationale, nous gagnons le temps, Francis. Cette dissolution, c'est légal, non? Le président en effet, le président a le pouvoir. Mais aujourd'hui, vous avez suivi aussi la réponse de votre collègue, si je peux me permettre, du président de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, qui a dit qu'il faut des préalables pour cette dissolution. Donc, beaucoup se sont levés pour dire que Janine Mabunda a manqué de respect au chef de l'État. Vital Kamerhe aussi a répondu et dit que Vital Kamerhe, simple fonctionnaire, a manqué du respect à la deuxième personnalité du pays. On a senti à ce moment-là certaines, vraiment, je ne sais pas, il y avait vraiment des réponses du berger à la berger par rapport à cette question de dissolution. Vous êtes dans une assemblée provinciale, dans une assemblée, je dirais, une institution de la République. Est-ce que la dissolution de l'assemblée, là je pose vraiment la question au vice-président de l'assemblée provinciale de Kinshasa, est-ce que la dissolution des assemblées peut être la solution à ce problème de crise, à ce problème, s'il n'y a pas de crise, mais à cette tension, solution à cette tension, pour qu'il y ait réellement des vraies élections, comme on dit, et que le président ait enfin sa majorité pour qu'il puisse gouverner sans qu'il y ait pression, sans qu'il y ait Sélé Yagui qui coince les finances. Madame, moi je suis de ceux qui pensent que un député n'a pas un mandat impératif. Un député, ça c'est d'ailleurs constitutionnel, un député est là pour représenter ses électeurs, représenter la population. Mais lorsque les députés qui est censé représenter la population et à la solde de son parti politique est en train de travailler contre les intérêts de la population, il y a lieu de se poser des questions. Et voilà une des raisons de dissoudre, à mon avis, si jamais les conditions constitutionnelles sont réunies, c'est vraiment une raison valable que le Parlement soit dissous ou l'Assemblée nationale soit dissoute. Parce que on ne sait pas comprendre un député qui connaît la misère de la population, qui vit avec la population, qui est tous les jours dérangé. Parce que, madame, c'est un secret pour personne que nous, là, nous sommes vraiment dérangés par nos électeurs. Cela est consécutif aussi à la situation socio-économique de nos électeurs. Nous sommes vraiment dérangés. Et en tant que député, au lieu de défendre la cause de mes électeurs, je suis en train de défendre la cause de mon parti politique. Je crois que ça, c'est vraiment cracher au bassinet, comme on le dit. C'est-à-dire c'est vraiment manquer du respect à nos électeurs. Les femmes ont raison de se lever, de dire attention à l'intoxication. Les femmes ont raison de se lever. Ceux qui veulent qu'on puisse dissoudre l'Assemblée n'ont pas du tout tort, mais cela doit se faire
en conformité avec les exigences constitutionnelles. Bon, cette histoire de haute trahison, ça ressort aussi, Janine Mabunda dit, si on ne respecte pas, si on viole, le président risque un impeachment, je prends l'expression anglaise, l'impeachment. Possible qu'on puisse faire cet impeachment au président? Non, mais madame, il risque d'être traduit pour haute trahison. Non, mais écoutez, vous savez, lorsqu'on est responsable dans les cadres des institutions, par exemple, je parle de l'Assemblée nationale, même nous, Assemblée provinciale, pendant les vacances, pour qu'ils sont pendant les vacances, s'ils avaient une déclaration à faire, par exemple, madame devrait d'abord réunir son bureau, parce que les bureaux, c'est les bureaux qui décident lorsque nous sommes pendant les vacances parlementaires. Mais là, elle s'est comportée en militante pratiquement. On a reproché au président Kabound le fait d'avoir dit que certains compatriotes vont nager, vous comprenez? On a dit, mais comment un homme d'État peut faire une déclaration comme ça? Mais ce n'est pas le contraire de ce que madame venait de faire. Donc le président de la République n'a pas dit qu'il va dissoudre l'Assemblée. Il a tout simplement dit, si on continue à entretenir la crise... Qui entretient cette crise? Non, mais c'est les ennemis... Non, les ennemis... C'est pas l'opposition, ce sont vos partenaires. Les ennemis de la République. Ce sont vos partenaires. Il faut être clair, il faut dire ça à cette population. Ce n'est pas l'opposition qui entretient la crise, c'est vos partenaires. Non, mais écoutez, mais il y a... En effet, la crise dont on fait allusion, en principe, c'est entre les gouvernements et l'Assemblée. Donc c'est dans les cas de la coalition. Mais vous êtes sans ignorer qu'il y a aussi des gens de l'opposition qui ont promis de rendre ces pays ingouvernables. Ça, il faut leur travail d'opposition. Vous comprenez? Vous l'avez fait aussi. Donc, de rendre les pays ingouvernables, etc. Ils vont entretenir des crises pour que les investisseurs ne viennent pas au pays, etc. Donc ça veut dire, c'est pourquoi je dis, ceux qui veulent qu'il y ait crise, non, on n'a pas dit on n'avait jamais dit que les investisseurs ne viendront pas. On n'avait jamais non plus. Aujourd'hui, rien ne se perd. On va chercher l'image. Devant de mémoire, Peter Tiani. Si vous ne l'avez pas dit, tant mieux. Mais eux, ils font de l'opposition. C'est de bonne guerre. Mais cette crise, c'est entre vous et les partenaires. C'est ça que les gens ne comprennent pas aujourd'hui, qu'entre le FCC et le CASH, il y a cette crise. Pourquoi? Puisque vous êtes en coalition. C'est pour ça que les gens se disent, est-ce qu'on ne sommes pas en cohabitation? Prenez la cohabitation, tout simplement, et il n'y aura plus de crise. Mais écoutez, les présidents de la République sera les seuls comptables. C'est les seuls qui ont reçu les suffrages de tous les Congolais. Les députés, c'est vrai, ils sont élus au suffrage universel direct aussi, mais c'est lui qui a recueilli les plus grands suffrages de tous les Congolais, sur qui la population attend des réalisations qui soient vraiment perceptibles, qui puissent améliorer son quotidien. C'est le président de la République. Il a été élu sur base d'un programme, sur base d'une vision. Et du moment qu'il y a certains membres ennemis de la République, de la coalition, fussent-ils, qui sont en train de combattre le président de la République, je crois que ce sont des gens qui doivent s'attirer le foudre, non seulement du président, mais aussi de toute la population. Si le président échoue aujourd'hui, c'est la population qui va en pâtir, c'est la population qui en fera le frais. Je prends l'exemple aujourd'hui, avec la gratuité de l'enseignement. Nombreux ménages, nombreuses familles aujourd'hui en tirent profit. Ceux qui dépensaient mensuellement ou annuellement ou selon l'année scolaire par exemple, en termes de frais scolaires, aujourd'hui, ils l'orientent à autre chose. Ça permet quand même de résoudre d'autres problèmes en dehors des frais scolaires. Question directe, j'aime bien. Que pensez-vous du ministre des Finances? Ne tournez pas autour du pot. Doit-on changer le ministre de la République? Parce qu'aujourd'hui, tout tourne autour du ministre des Finances. C'est lui qui bloque, c'est lui qui ne fait pas faire sortir l'argent, c'est lui qui met les bâtons dans les roues dans les programmes du chef de l'État. Il dit beaucoup de choses. Vous avez suivi ses réponses par rapport au mais écoutez, doit-on mettre de côté Séléaki, s'il vous plaît? J'aimerais répondre à nos téléspectateurs qu'il n'y a pas un seul individu qui peut empêcher le président de la République d'accomplir sa mission, d'atteindre les objectifs qui s'est fixé. Vous comprenez, il n'y a pas un seul individu. Du moment que le jour où les présidents se rendra compte que le ministre des Finances est en train de lui mettre des bâtons dans le roue pour qu'il échoue, il va prendre ses responsabilités. Il a dit cela à Londres, il a réitéré sa position lors du Conseil des ministres qui avait suivi son retour, et je crois que le président est vraiment formel, et présentement, je
j'ai la faiblesse de croire aussi qu'il n'y a pas un seul ministre qui bloque le président de la République. Même si ils avaient la mission d'empêcher les présidents de résoudre le problème des Congolais, d'alléger la souffrance des Congolais, parce qu'ils sont ennemis de la population, mais je crois que cette mission-là ne va pas porter ses fruits, parce qu'il y a un rempart qui est le président de la République, qui sera le seul comptable en 2023, qui va présenter son bilan à la fin de son mandat, et non un ministre, moi encore, des députés ou quiconque j'en sais. Nous parlons maintenant de votre parti, la retraite de l'UDPS. Beaucoup de recommandations ont formulées après cette retraite. D'ailleurs, c'est la recommandation qui m'a frappée, c'est fini les courbettes. Je vais d'ailleurs poser la question à Francis. Alors, vous vous courbez devant qui pour que cette fois-ci, il n'y ait plus de courbettes? Et l'an 1 de l'alternance, vous le savez, déjà, j'ai suivi aussi, merci encore Actualité Possédée, j'ai suivi le secrétaire général du parti qui promet de remplir le stade de martyrs pour célébrer cette alternance, l'an 1 de l'alternance au stade des martyrs. Il a promis que le président de la République viendra lui-même personnellement parler à la population pour l'an 1 de l'alternance. Donc, plus de détails, mesdames et messieurs. Du 28 au 30 janvier 2020, cadres et militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social ont tablé sur les bilans évaluation de l'an 1 de l'exercice du pouvoir par ces partis. Après avoir abordé les défis à relever dans divers secteurs de la République, en passant par les objectifs de l'organisation de ce journée de réflexion, l'Union pour la démocratie et le progrès social a tenu préciser à l'opinion publique que le moment des courbettes est déjà révolu. L'UDPS dénonce le comportement moins responsable de certains acteurs politiques qui se livrent à des déclarations de nature, à énerver la population et à semer des tensions dans l'intention de perturber l'activité des institutions et la paix sociale. L'UDPS qui a comme leitmotiv le peuple d'abord relève que le moment de courbettes à un individu au détriment des intérêts de la population est révolu. Les participants à ces assises ont également mis en garde le membre du cabinet du chef de l'État qui s'illustre dans la corruption et détournement. L'Union pour la démocratie et le progrès social met en garde les membres du cabinet du chef de l'État qui se compromettaient à l'exercice de leurs fonctions à des actes de corruption, de détournement et d'autres antivaleurs. S'agissant de l'avenir de la coalition FCC-Cash, l'UDPS dit s'en remettre à la hiérarchie qui est censée divulguer les recommandations quant à ceux. À noter que les participants à ces travaux ont en outre déduit comme leçon à tirer que le résultat de cette coalition serait satisfaisant si les membres y travaillent dans la transparence, la sincérité, le respect mutuel et l'honnêteté. Une année d'accession au pouvoir, ça s'est fait au sein des associations de jeunes de l'UDPS. Au-delà de pas de danse, le podium a été le théâtre des discours du bilan de l'an 1 de l'exercice au sommet de l'État par un fils des terroirs. Tour à tour, la force du progrès exulte les premiers pas de celui qu'elle a surnommé Ouragan. La force du progrès félicite les chefs de l'État pour la libération des prisonniers politiques ainsi que les retours des exilés politiques au pays. Félicite aussi les chefs de l'État et nous voyons FARDC pour la prise en main de la situation de l'insécurité à l'Est et le rétablissement de l'autorité de l'État dans cette partie du pays. Félicite les chefs de l'État pour la prise en compte des jeunes et des personnes vulnérables dans la composition de son gouvernement actuel. À cet effet, le G27 a invité tous les états-majors des jeunes du pays à appuyer l'action de Félix Tshisekedi. Ces groupes encouragent par ailleurs l'actuel chef de l'État à prononcer la dissolution à l'Assemblée nationale en vue de permettre, estime-t-il, à Félix Tshisekedi de se créer une nouvelle majorité acquise à la vision le peuple d'abord. Nous demandons au peuple congolais en général et à sa jeunesse en particulier
de l'accompagner comme il a toujours été le cas depuis sa désignation au poste du président du parti. Tout celui qui tentera de bloquer son action sera exposé à son bic rouge, même à nos alliés. À l'occurrence, Madame Janine Makunda, une prétendue dame dont le passé reste à fouiner, à qui nous demandons de retirer dans les 48 heures ses propos outrageants et offensant le président de la République et de présenter publiquement ses excuses à la nation congolaise. Même si officiellement, localement, aucune activité n'a été organisée à la date du 24, cette soirée, agrémentée par les différents musiciens du pays, aura étanché la soif des combattants. Francis Chibalabala, cette retraite de l'IDPS, ça a porté des fruits? Oui, c'était une réussite. Une réussite parce que c'était important que nous puissions nous réconcilier. Comme vous le savez, l'UDPS a passé pratiquement 37 ans dans l'opposition. Et maintenant que nous dirigeons, nous exerçons le pouvoir au sommet de l'État, il était important que nous puissions évaluer l'action du président pendant une année. Le président de la République, lorsqu'il a prêté serment, il a fait des promesses à la population. Les a-t-il tenues? C'était des questions que nous nous sommes posées. Les présidents de la République ont rencontré... Sans fanatisme, vraiment sans fanatisme, sans état d'âme. Sans état d'âme. Voilà. Le président de la République a la volonté affichée de travailler pour les Congolais. Y avait-il de blocages? Qui sont à la base de ces blocages? Et pourquoi de blocages? On a passé en revue toute la situation politique et nous avons fait des recommandations, bien entendu, aussi pour finir des stratégies. Parce que si vous êtes en face des gens qui ne veulent pas que vous puissiez réussir, il faudrait vous aussi, vous arrêtiez des stratégies pour le bypasser. Il ne faudrait pas subir le coup, il faut par contre esquiver les coups et avancer. Parce que la population... Mais cette phrase qui a fait couler beaucoup d'encre de salive, fini les courbettes devant un seul homme. Je décortique la phrase. Fini les courbettes. Donc, je réfléchis par l'absurde. Donc, vous faisiez des courbettes. Deuxièmement, devant un homme. Qui est cet homme? Madame, vous savez, nous sommes en politique. Lorsque ces déclarations ont été lues, vous comprenez, c'est les courbettes ici, on ne fait pas allusion non seulement à un responsable politique, même au niveau de notre parti politique, parce qu'il y a des gens qui sont membres de notre parti qui pensaient qu'ils sont indispensables et que le parti ne peut pas avancer sans eux. Vous comprenez? Et que pour l'intérêt de la population, nous, IDPS, avons décidé de mettre de côté les intérêts catégoriels, les intérêts partisans, pour privilégier, au fait, l'intérêt de la population. C'est ce que ça veut dire finir les courbettes auprès d'une personne au détriment de la population. Donc cette population, moi je prends les aspirations, les questions de cette population. Donc cette courbette, c'est pas forcément devant Joseph Kabila. Pas forcément devant Joseph Kabila. l'IDPS n'a jamais fait de couverte devant le sénateur Kabila. Donc ici, on voulait le message en filigrane. C'était tout simplement de dire que dorénavant, puisque c'est ça d'ailleurs notre leitmotiv, dorénavant, nous IDPS, nous allons fonctionner ou travailler pour l'intérêt de la population. Donc, tout individu n'obtiendra jamais le soutien de l'UDPS si son soutien occasionne dans la foulée les contre-performances. Ça tire des contre-performances dans le travail du chef de l'État ou du gouvernement. C'est ça. Ça veut dire qu'on ne peut pas privilégier les intérêts d'un individu ou sacrifier justement les sorts de toute une population pour un seul individu. C'est ce que ça veut dire. Mais j'aimerais bien aussi parler du pasteur Mokuna. Aujourd'hui, le pasteur Mokuna passe dans presque toutes les chaînes pour parler de la dissolution. Lui, il veut la dissolution. Lui, il veut... Et même hier, je l'ai suivi devant le siège de l'UDPS. Pour vous, c'est qui aujourd'hui le pasteur Mokuna? C'est votre Pygmalion? C'est celui que vous utilisez aujourd'hui pour faire passer votre message? C'est qui pour vous le pasteur Mokuna aujourd'hui? On ne comprend pas son rôle dans l'UDPS. Vous faites allusion à l'UDPS ou à la majorité au pouvoir?
À l'UDPS, moi je parle du Bon, pasteur voilà. par rapport à l'UDPS. Vous savez, il représente quoi? Il fait quoi pour vous? Il n'est pas membre de l'UDPS. À l'UDPS, nous avons des textes, nos statuts et règlements intérieurs, qui définissent clairement qui doivent engager le parti. Donc, étant donné que le pasteur Mukuna n'est pas membre de l'UDPS, nous ne pouvons pas dire qu'il est en train de travailler pour l'UDPS, ou on est en train de l'utiliser au profit de notre parti. Donc, il y a des personnes attitrées pour parler au nom de mon parti. Mais étant citoyen congolais, c'est ce que je suis en train de dire, c'est vraiment la beauté de la démocratie. En démocratie, les points de vue doivent discuter, les points de vue doivent échanger. Chacun est libre d'exprimer ses vues. Donc, on ne peut pas restreindre les libertés fondamentales d'un Congolais. C'est ce qui s'est fait, il n'y a pas que lui. Même dans l'opposition, il y a des gens qui vont même au-delà de la liberté d'expression, qui vont même qui vont jusqu'à insulter les présidents de la République. Mais vous comprenez? Mais ils sont tranquilles, ils ne sont pas inquiétés. Aujourd'hui, en Ituri, qui est en République démocratique du Congo, il y a un communicateur de la Mouka qui est arrêté pour outrage au chef de l'État. Ce que vous récusez sous Kabila, aujourd'hui vous le faites. Madame, outrage au chef de l'État, il est en prison aujourd'hui. Madame, j'aimerais, vous savez, quand on est républicain, quand on est politique, on doit être respectueux des textes. Est-ce, la question que je pose, l'outrage envers le chef de l'État n'est pas une infraction en droit positif congolais? Je réponds tout de suite oui, c'est une infraction. Mais si par exemple, au nom de la liberté d'expression, vous vous permettez à faire des déclarations qui sont constitutifs de cette infraction d'outrage au chef de l'État, sachez que vous allez subir le foudre de la loi. Le pouvoir, c'est bon, mais quand vous étiez à l'opposition, vous ne disiez pas ça. Attention, il y en a qui interprétaient mal cette prévention, cette infraction. Vous comprenez, pour bâillonner l'opposition, pour empêcher l'opposition de s'exprimer. Mais aujourd'hui aussi, vous faites la même chose, vous empêchez l'opposition de s'exprimer. Depuis que le président a prêté serment, vous n'allez pas me citer 5 cas de personnes qui ont exprimé librement leurs opinions, qui se retrouvent aujourd'hui en tôle ou dans les cachots de l'ANR. Donc, ne nous imputez pas de choses qui ont été faites par nos prédécesseurs. Nous sommes en train de prôner l'état de droit. Oui, une minute, et l'état de droit, s'agissant de l'état de droit, on ne va pas négocier cela. Dernière Donc, question, les Congolais doivent être libres d'exprimer leurs avis. Par rapport au stade de martyr, est-ce que c'est vraiment important d'organiser, comme l'a dit M. Kabouya, c'est plus qu'important parce que le chef de l'État parle à la population. C'est plus qu'important. Vous savez, dans le passé, on a eu peut-être des présidents de la République qui communiquaient moins. Et la population, chacun dans son sens, était en train d'alimenter des débats, etc. Aujourd'hui, nous avons un président qui est en train de communiquer, c'est ce que la population veut. Vous savez, quand vous gérez les Congolais, vous devez avoir un devoir de rédévabilité. Ces Congolais doivent suivre de plus près votre action, savoir ce que vous êtes en train de faire. Et les chefs de l'État, à l'occasion de nos 38 ans d'âge, donc nous UDPS, et d'une année de son exercice du pouvoir, il est impérieux qu'ils puissent communiquer avec la population. Je profite de votre micro pour inviter la population quinoise et celle des provinces envoisinantes de venir massivement le 15 février parce que les stades doivent être bondés, doivent être noirs du monde et les dispositions sécuritaires seront prises. Parce que même nous combattants, on a toujours sécurisé nos manifestations. Outre le fait qu'il y aura la sécurité de policiers, etc., mais aussi les combattants seront là pour sécuriser la activité. Nous allons terminer, nous sommes en train de chuter, nous allons parler du travail au ministère du Tourisme et la commémoration du 3e anniversaire de Étienne Tshisekedi. Il était question d'en savoir un peu plus sur les difficultés éprouvées par le gestionnaire de ces sites, jadis appelé Téléfolis. 2 hommes de terrain, le docteur Yves Bonkoulouzo, la ministre nationale du Tourisme, et Papi Mpongu, vice-ministre de Ressources hydrauliques, ont eu une journée très chargée. Ces cabines électriques présentent un souci de chauffage prolongé. Papi Mpongu, à peine informé, ordonne un remplacement immédiat de nouveaux appareils neufs. Sous l'impulsion du président de la République, Félix Tshisekedi, pour venir avec les collègues ministres
du tourisme, voir les problèmes qui se posent essentiellement dans son domaine et dans le mien. Il y a eu des problèmes et nous avons trouvé des solutions immédiates, mais aussi des solutions à moyen terme. Le problème du port de ces sites et la piscine pour enfants ont été passés au peigne fin. S'en est suivi la visite de malades aux écuries au centre de santé de ces sites. Ces deux hommes de cœur leur ont apporté leur main forte. Les plus heureux, c'est Yves Bonkoulouzola. Doit être le plus heureux, réellement espérer à bénéficier de tous les potentiels de ces sites pour qu'ensemble nous puissions voir les difficultés que nous avons, que ce soit du côté du domaine présentiel, que ce soit du domaine des sites touristiques de l'Antélé, afin réellement de relancer nos activités. Donc c'est pour moi aussi l'occasion de remercier mon collègue qui a vraiment donné des solutions à tous nos problèmes que nous avons au niveau des sites. Nous sommes sûrs que nous nous inscrivons logiquement dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a pensé que nous devons relancer le tourisme et surtout beaucoup plus le tourisme domestique. Je pense que ces sites qu'on a connus sous le nom d'Intéléfolis, dans les jours qui viennent, accueillera également la population quinoise qui sera dans son comble de joie. Il s'y est dénoté que la relance des activités touristiques en RDC est placée parmi les secteurs de diversification de l'économie. Ces secteurs se veulent rassurants de redorer l'image de la RDC par l'engagement de son ministre Yves Bonkoulouzola. Mausolée Étienne Tshisekedi Wamulumba, nous sommes ici dans la commune de Lantsele. C'est lieu où repose désormais le Sphinx délimité, a accueilli plusieurs personnalités venues célébrer le 3e anniversaire du feu Étienne Tshisekedi, décédé le 1er février 2017 en Belgique de suite d'une embolie pulmonaire. La famille biologique de l'illustre disparu ainsi que sa famille politique, notamment le cadre de l'UDPS, les députés nationaux et autres, sont venus rendre hommage à celui qui fut le père de la démocratie en RDC. Tous gardent de lui la mémoire d'un homme d'État chevronné. Nous sommes venus rendre hommage au père de la démocratie, à celui-là même qui nous a enseigné les combats. Ils sont venus également réaffirmer notre attachement au combat de non-violence, notre attachement à ne pas trahir ce qui nous enseignait. Je crois que la messe a été dite. C'est tout ce que nous vivons, nous pouvons faire pour les êtres chers qui nous ont quittés. Je crois que Étienne Tshisekedi, c'était un homme d'un grand cœur. Et il a laissé des œuvres que nous sommes en train de vivre. Aza papa ya makasi atiki vraiment démocratie ya makasi na Congo. Nde nazoyebisa bato nyonso balanda makambo nyonso tata tikili biso awa na Congo mobimba. Pour Véronique Tchala, porte-parole des forces vives de la nation, Étienne Tshisekedi Wamulumba mérite d'être élevé au rang d'héros nationaux. Toutes les forces vives de la nation sont venues avec une pétition pour demander que Étienne Tshisekedi, le grand patriarche, docteur Étienne Tshisekedi, soit élevé au rang de héros national, afin qu'il soit célébré comme tous les dignes fils de son rang. Le leader Maximo Étienne Tshisekedi restera à jamais gravé dans la mémoire collective. Francis Djibalabala, nous sommes en train d'atterrir tout doucement. Une internaute m'a dit de vous poser cette question. Est-ce que Félix Tshisekedi n'a-t-il pas trahi son père, Étienne Tshisekedi? Parce qu'on a dit qu'il travaille aujourd'hui avec les pires ennemis de son père. Moi, je ne mâche pas les mots, je dis exactement ce que cet internaute m'a dit de poser. A-t-il trahi la mémoire d'Étienne Tshisekedi aujourd'hui? Madame, j'aimerais, avant de répondre à votre question, reprendre un peu ce qu'a été le combat de Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi s'est battu pour l'instauration de l'état de droit, qui implique le respect de tout le monde. Tous les Congolais doivent être soumis à la loi, les libertés fondamentales doivent être respectées, la démocratie, etc. Il s'est battu pour le progrès social, vous comprenez, parce que c'est d'ailleurs aussi c'est l'UDPS, vous comprenez. Est-ce que depuis les prisons, Félix a pris ses fonctions? Pouvons-nous dire qu'il s'est écarté de cette vision du président, du fait président Étienne Tshisekedi? Je réponds tout de suite non. Il a pris ses fonctions, il a promis de démocratiser le pays,
il a promis d'instaurer l'état de droit, il a fait libérer les prisonniers politiques, des exilés politiques sont revenus au pays, l'opposition aujourd'hui peut organiser autant de manifestations sans aucune restriction si la police et l'exécutif provincial estiment qu'il y a lieu de sécuriser, donc ils organisent des manifestations, ils font des déclarations à l'emporte-pièce organisées, etc. On le faisait aussi sous Kabila, de toute façon, depuis le 24 avril 1990. La pluralité syndicale, on n'arrête plus les syndicalistes, il y a des grévistes qui sont ça et là, les fonctionnaires de l'État. Ça veut dire qu'il est dans la ligne droite de la politique de son père. Donc il n'a pas trahi le fait de travailler avec Kabila. Écoutez madame, lorsqu'on gère l'État, on ne doit pas avoir des états d'âme. Je me rappellerai toujours de la phrase d'Etienne Tshisekedi quand il est revenu dernièrement, Ozongisaye na Rwanda. Je me rappellerai toujours, devoir de mémoire. Est-ce que, comment aujourd'hui, c'est ça ce que les gens ne comprennent pas. Vous devez expliquer à cette population. Moi, je peux comprendre. Cette population s'est dit, comment son père n'aimait pas, entre guillemets, Joseph Kabila, mais lui, eh ben, il travaille avec lui, il est dit partenaire. Voilà, madame, je vous réponds. Si vous pouvez expliquer, je vous réponds. C'est là que je facile. dis, les Congolais doivent faire les distinguos entre les déclarations de politique lorsqu'ils sont dans l'opposition et lorsqu'on devient un homme d'État, c'est-à-dire on assume des fonctions officielles. Les déclarations ne sont plus les mêmes. Vous comprenez? Deuxièmement, ça c'est premièrement. Deuxièmement, lorsqu'on gère l'État, il ne faut pas avoir des états d'âme. Aujourd'hui, le président Félix ne fait que respecter les résultats sortis des urnes. La cartographie politique de notre pays a donné la majorité parlementaire au FCC. Et la Constitution dit que le Premier ministre doit être issu de la majorité parlementaire. Étant donné qu'ils avaient la majorité, il va de soi que le gouvernement, que le Premier ministre soit issu de cette formation-là. Mais nous avons bénéficié des ministères parce que nous avons reconstitué la majorité ensemble, parce que nous sommes dans la coalition FCC Cash. Donc, il était obligé, tout Congolais, proclamé président dans ces cas de figure, et serait obligé de travailler avec les FCC. Au cas contraire, vous avez soit à dissoudre l'Assemblée, à convoquer d'autres élections, soit à s'organiser de manière à convoquer les élections générales anticipées. Donc, mais d'entrée des jeux, tout Congolais, que ce soit si c'était les candidats de la Mouka qui étaient proclamés élus, il allait se retrouver dans cette situation-là qui nous a été imposée par la population, parce que nous estimons que les résultats publiés par la CENI, ce sont des vrais résultats sortis des urnes. La population a fait confiance à une majorité pour lui attribuer la majorité parlementaire. La même population a élu un président sans lui donner cette majorité parlementaire pour lui permettre de bien travailler. Et dans ces contextes-là politiques, il est obligatoire que nous puissions travailler. Que ce soit le défunt Etienne Tshisekedi, s'il s'est retrouvé dans cette situation, dans cette hypothèse, il allait travailler. Que ce soit les plus radicaux qui pensent qu'en politique, nous sommes des ennemis, alors qu'ils devraient naturellement considérer que nous sommes des adversaires politiques, que ce soit les plus radicaux dans ces contextes politiques, seraient obligés de travailler avec le FCC. Une question aussi qui m'a été demandée de vous poser, c'est vrai que beaucoup disent on doit dissoudre l'Assemblée nationale parce que beaucoup disent que la CENI avait, comment dire, manipuler les chiffres. Beaucoup le disent, hein, c'est vraiment pas ça la réelle volonté de la population congolaise. Mais si vous croyez que les résultats de la CENI ont été truqués ou manipulés, donc toutes les élections qui ont suivi le même jour, les résultats peuvent avoir été manipulés aussi. Si on dissout l'Assemblée nationale, est-ce qu'on ne peut pas refaire les élections pour la présidence aussi? Non, mais nous n'avons pas dit, les présidents n'ont jamais contesté. Non, je ne parle pas du président, je parle pas du président. C'est une réflexion comme ça. Si on dissout, par exemple, si les gens disent que les résultats de la CENI n'ont pas été, ou n'ont pas reflété la volonté de la population, donc c'est toutes les élections organisées par la CENI, que ce soit les assemblées nationales, la présidence et autres. Si on dissout l'Assemblée nationale, par exemple, on doit refaire toutes les élections de la présidence à l'Assemblée nationale. Bon, comme c'est les conditionnels, madame, je n'ai pas de réponse à vous donner, parce que ce n'est pas notre position en tant que nous, IDPS, mais seulement l'opinion doit retenir
que nous n'exerçons n'êtes pas pas le pour, pouvoir pour le pouvoir. Vous n'êtes pas pour la C'est-à-dire dissolution, nous avons, pour nous c'est un sacerdoce, nous avons un mandat de la population, nous sommes venus travailler pour cette population. Si la population trouve que notre rendement n'est pas considérable, elle va nous sanctionner en 2023. Donc nous ne sommes pas nous n'exerçons pas le pouvoir pour le pouvoir. Donc nous estimons que les résultats publiés reflètent la stricte vérité de choses et nous faisons avec. Ok. Merci donc à Francis Tchibalabala, vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Merci donc à lui d'être passé à la barre. Donc nous espérons vraiment que la situation, je vous en prie, j'espère que vraiment vos émoulements, la situation pour vos émoulements seront décomptés. Merci aussi à toute l'équipe technique, merci à tous mes followers dans les réseaux sociaux. Toutes vos questions en tout cas ont été posées à Francis Tchibalabala. Chez nous, à Congo Web Télévision, pas de tabou. Donc nous disons merci à Gabriel Chabani qui nous donne cette opportunité de poser toutes les questions possibles sans tabou. Et on se retrouvera avec le même plaisir, mesdames et messieurs, le dimanche prochain, Inch'Allah.